Approchez, approchez. Vous croyez connaître l'horreur. Alors oubliez les spectres et les légendes, car les véritables démons ne portent pas de cornes. Ouvrons ensemble un macabre dossier de votre humanité. Le baron sinistre vous démontrera ainsi que l'horreur est humaine. Épisode 1. Edgin, le simplet de Plainfield. Bonne écoute. Chères âmes égarées, soyez les bienvenus dans cette nouvelle traversée des ténèbres. Une traversée bien plus horrifique que celle pour lesquelles vous me connaissez d'habitude. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis votre humble serviteur, le baron sinistre, père du macabre et seigneur de toutes vos peurs. Et si vous me connaissez, c'est certainement à travers mon autre émission, Les Vérités Interdites. Émission où je vous y parle de vos mythes et légendes, où je vous parle de créatures, de folklore, de spectres. Mais ici, je voulais aller plus loin avec vous. Plus loin, car il est temps de vous avouer la sombre vérité. Si la monstruosité est bien présente dans votre folklore, elle n'a jamais été plus présente qu'au sein de l'humanité elle-même. C'est la raison pour laquelle cette émission s'appelle « L'horreur est humaine ». Petit jeu de mots, je vous le concède avec l'expression populaire « l'erreur est humaine ». Je suis bien trouvé. J'avais hésité à appeler ça « tous les démons ne portent pas des cornes », mais c'était un peu long. Et comme vous, pour trouver des émissions sur Spotify et autres plateformes, vous n'êtes pas très doués, chers mortels, j'ai fait court et synthétique, et vous allez comprendre pourquoi. Avant cela, il me faut préciser une chose capitale. La différence fondamentale entre l'émission « L'horreur est humaine » et celle des vérités interdites, c'est que ici j'insiste vraiment pour vous mettre en garde, vous, oreilles et esprits sensibles. Car contrairement au folklore, nous allons nous attaquer à de vrais crimes perpétrés sur de vrais êtres humains, vos semblables. Ce sont des histoires qui, aussi atroces soient-elles, auraient pu concerner chacun ou chacune d'entre vous, pourraient les concerner de manière semblable à l'avenir. Nous allons voir les méandres de l'esprit humain et ce que vous allez y découvrir risque fort de ne pas vous plaire, ne voulant être la source d'aucun traumatisme. J'exige des enfants qu'ils retournent auprès de leurs parents et je supplie les âmes sensibles de quitter l'âtre autour duquel nous nous trouvons réunis. Car les démons ne viennent pas toujours des enfers. Le plus souvent, ils naissent parmi vous, avec un sourire maladroit, une voix timide, parfois même une bonté de façade. Et puis, un jour, ils basculent, maculant ainsi leur destin
et celui de leurs victimes de sang. J'ai voulu faire cette émission de ce que vous appelez le true crime, donc les crimes véritables, après avoir regardé la série Monster sur Netflix concernant Edward Theodore Gein, Ed Gein, le boucher de Plainfield. C'est une affaire que je connais très bien. Je suis le seigneur des peurs. J'hésitais à faire du true crime. Apparemment, ça ramène plus de monde. On va voir. De toute façon, il y aura plus d'épisodes de cette émission-ci si je vois que les abonnements suivent. Parce que c'est gratuit, mais à un moment donné, ça commence à représenter quand même beaucoup de choses à faire pour vous. Mais je regarde. Mais 1 minute 09 sur la timeline de cette série Netflix et je me dis ça commence mal déjà, ça n'a rien à voir avec la véritable histoire. Je suis étonné d'ailleurs de cela parce que lorsque j'avais découvert Monster avec le premier criminel traité, Jeffrey Dahmer, j'étais agréablement surpris de la fidélité qu'avait cette série pour le récit de ces monstruosités humaines. Mais dans la série Netflix, beaucoup d'incohérences, beaucoup de choses non documentées. Et cela s'explique facilement. Edward Theodore Gein est un criminel emblématique de l'histoire des tueurs en série. Car ce qu'il a commis est abject. De lui sont nées effectivement des figures, et encore une fois, par le cinéma, de monstres, bien plus que d'êtres humains. On a pris quelques réels, rien n'a été inventé, réelles perversités d'Edward Theodore Gein. On les a amplifiés pour créer des monstres qui, par chacune des facettes de ce tueur, pouvaient tenir et devenir un tueur lui-même. Car s'il est vrai que Ed Gein a inspiré Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux, ou Norman Bates dans Psychose, ou encore Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, eh bien, réinjecter ces 3 monstres de cinéma dans un être humain font de l'être humain qui en résulte dans la série de Netflix un monstre. Or, il n'est pas nécessaire, chères âmes égarées, de transformer Edward Theodore Gein en monstre pour rendre ses actes horribles, car comme vous le savez dorénavant, l'horreur est humaine. Edward Theodore Gein, loin d'être cet ersatz monstrueux que l'on vous dépeint dans cette série américaine, est plus simple, plus banal et donc à la fois beaucoup plus terrifiant que ce que la série vous présente. Pour cerner le personnage d'Ed Gein, je vais vous proposer un petit parallèle qui va être très parlant. Vous connaissez tous et toutes Blanche-Neige et ses 7 nains grincheux, prof dormeurs. Et surtout, l'adorable Simplet. Simplet, ce petit être inoffensif, aux oreilles décollées, au regard perdu, à l'air naïf, que tout le monde adore, petits et grands. Maintenant, imaginez que ce Simplet
à qui vous auriez donné le bon Dieu sans confession. Eh bien, la nuit venue, Simplet creuse des tombes, Simplet ramène des cadavres chez lui. Simplet joue alors avec des masques de chair humaine, comme d'autres jouent avec des chiffons mouillés. Il n'est pas spécialement conscient de ce qu'il est en train de faire. Ce qui est fascinant avec Edgin, c'est que Edgin, c'est le témoignage morbide et horrible de ce que la maladie mentale peut faire lorsqu'elle s'infiltre dans un esprit retardé, innocent et niais. Innocent dans le sens naïf, il n'était pas innocent le mec. Bon, c'est tout cela, Edward Theodore Gein. C'est le boucher de Plainfield, oui, mais c'est aussi le simplet de Plainfield. Et vous l'aurez compris, c'est lui qui ouvre cette série. Pour s'intéresser à Edward Theodore Gein, il faut le connaître, loin des projecteurs de Hollywood. Ed va naître en 1906 dans un bourg rural du Wisconsin, à Plainfield. Amis québécois, je crois que vous dites le Wisconsin. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais c'est comme ça. Plainfield, à l'époque, c'est à peine 700 habitants. C'est des champs de maïs, des forêts, des fermes de chasseurs. C'est un décor plutôt banal. Un décor banal qui va abriter un destin monstrueux. Le père d'Edward, George, est un alcoolique fini, faible, violent par moments, mais surtout un être insignifiant. Il meurt d'alcoolisme, laissant ses fils et sa femme dans la misère. Sa mère, Augusta, est l'exact opposé de son défunt mari. Elle est autoritaire, fanatiquement pieuse, persuadée que toutes les femmes, sauf elle bien entendu, sont des prostituées, des créatures du diable. Elle va donc élever ses deux garçons, Henry et Edward, dans un climat de peur, de haine et de sermons religieux. À l'école déjà, Ed est un balourd. Il rit nerveusement, se balance sur sa chaise, bredouille ses réponses aux enseignants. Les autres le trouvent crétin, attardé. Ce petit garçon n'a pas d'amis. Sa seule confidente, son seul univers, c'est sa mère. En 1944 survient un drame. Son frère Henry meurt dans un incendie. Officiellement, c'est un accident. Il est mort asphyxié par la fumée. Mais plus tard, quand Ed sera arrêté, certains l'accuseront à rebours. Et si c'était lui le responsable de la mort de son frère? Rien n'a jamais été prouvé, mais le doute plane. 1 an plus tard, Augusta, la mère adorée, meurt d'une attaque. Et c'est là que tout s'écroule. Pour Edward, perdre sa mère, c'est perdre le monde entier. Il ferme
sa chambre et toutes les pièces qu'elle avait pour habitude d'occuper. Il va les garder l'une et l'autre intactes comme autant de sanctuaires. Mais à part ces pièces-là, lui va commencer à vivre seul, dans la saleté, l'isolement, et ses névroses vont devenir des psychoses. Alors, la nuit, Ed Gein, un jour, va prendre une pelle. Il lit les avis de décès de Plainfield. Il regarde les plus récents. Il déterre alors les cadavres de femmes récemment enterrées, des femmes qui ressemblent à sa mère. Il les ramène chez lui, et là, maladroit, balourd, il bricole, il découpe, il assemble, il sculpte, il fabrique des masques de peau, des gants de chair, des bols taillés dans des crânes. Il coud un tablier avec des poitrines de femmes. Il se fait un corset avec le torse d'une femme. Ce n'est pas de la perversité sexuelle, comme la série a voulu nous le montrer. Ce qu'Edward Theodore Gein essayait de faire à sa manière, c'était de recréer son monde. Edward Theodore Gein voulait recréer sa mère. Voilà son monde, celui d'un simplet obsédé par sa mère morte. Ce n'était pas un démon brillant, encore moins un stratège. C'était juste un imbécile qui a transformé son deuil en charnier. Alors comment a-t-on arrêté cet homme? Parce qu'Edward Theodore Gein, devenu adulte, était devenu l'homme à tout faire de cette bourgade de 700 habitants. Anecdote s'il en est, quand il a été arrêté, Ed Gein, il était en train de souper chez des voisins. Bon, alors là, les voisins, faut pas vouloir leur demander le sel trop souvent. Avec 700 personnes dans un padelin, c'est un peu comme en Australie. Ton voisin, il faut prendre la bagnole pour y aller. Mais Ed, c'était le bénet, le gentillet. Avec le temps, on avait fini par l'apprécier. Après tout, il rendait service, repeignait clôture, tondait les pelouses, aidait dans les autres fermes. Tout le monde aurait juré que c'était un brave type, finalement. Il était en train de manger avec des voisins pendant que la police perquisitionnait sa ferme et découvrait les horreurs qu'il avait commises. Et on arrive à lui grâce à une première disparition qui intrigue. En 1954, Mary Hogan, patronne d'un bar, va éveiller les soupçons. Car, en effet, un jour, Edward Theodore Gein va dire en public: « Elle n'est pas partie, elle est chez moi. » Alors là, les gens vont rire, on connaît Ed. Il est un peu con, mais il ferait pas de mal à une mouche. On va croire que c'est une blague de mauvais goût. Et on va mettre cette blague de mauvais goût, eh bien, sur le dos de sa simplicité d'esprit. Mais Mary ne reviendra jamais. Parce que Mary n'est pas partie. Mary est chez lui. Ed n'a jamais menti. Il était trop bête pour mentir. Mais c'est le meurtre de Bernice Warden qui va permettre d'arrêter ce simplet diabolique.
Le 16 novembre 1957, Plainfield s'éveille dans la neige et le froid. Bernice Warden, 58 ans, tient seule sa quincaillerie. Ce matin-là, un client maladroit vient acheter du liquide antigel. Ce client, c'est Ed Gein. Le soir, son fils Frank, qui est adjoint du shérif, revient rendre visite à sa mère, à la quincaillerie. Mais la boutique est vide. La caisse est ouverte. Il l'appelle. Il arrivait à cette femme, Bernice Warden, qui était une femme à poigne, de s'adonner à de menus travaux dans l'arrière-boutique. Alors, elle est peut-être occupée. Son fils appelle sa mère. Mais la boutique est désespérément vide. La caisse est ouverte. Et surtout, le sol est maculé de sang traînant vers l'arrière-boutique. Il jette un regard par la vitrine et se rend compte que la camionnette de sa mère a disparu. Il va avoir un réflexe d'enquêteur. Il va jeter un regard sur le registre des ventes. À cette époque-là, il n'y avait pas de compta sur PC. Donc il regarde les paplards et il voit une seule ligne. Antifreeze-Gein. Cette fois-là, concernant Bernice Warden, ça ne va pas être comme le cas de Mary Hogan. Non, plus personne ne rit. La police fonce chez lui, pendant, comme je vous l'ai dit précédemment, qu'Edward est invité à manger chez des voisins. Ils vont donc perquisitionner sa ferme. Et là, ils vont découvrir l'inimaginable, l'impensable. Dans une remise, suspendue par les chevilles, décapité, vidé de ses entrailles comme un gibier, Bernice Warden. Et c'est un modus operandi assez banal pour Plainfield. Rien à voir avec des histoires de nazis ou de chiens de Buchenwald. Non, pourquoi est-ce qu'il s'adonnait à ces pratiques? Comment se fait-il qu'il savait aussi bien retirer la peau, tanner la peau et faire tant de choses comme évider des gens, Edward Theodore Gein, alors qu'il était bête comme un bâton de chaise? C'est que Plainfield, c'était avant tout une bourgade de chasseurs. À Plainfield, tout le monde, même Edward, chasse. Et Ed, aussi simplet qu'il était, a fait ce qu'il savait faire. Traiter le corps de cette pauvre femme comme on traite un cerf que l'on vient de servir à la chasse. Fort de cette découverte abominable, la police va décider de perquisitionner toute la maison. Une odeur répugnante envahit toutes les pièces. Beaucoup d'inspecteurs, d'enquêteurs vont vomir leurs tripes. Car dans cette maison, ils vont découvrir l'horreur. Des masques de peau humaine, des sièges recouverts de chair, des crânes évidés servant de bol, des mains cousues en gants, corsets de torse tabliers de seins. Un musée aussi grotesque que sordide. Le tout bricolé par un imbécile dans son délire de retrouver sa mère. Car Edward Theodore Gein est avant tout
un profanateur de tombes. Ce n'était pas un homme très courageux. Et contrairement à beaucoup de tueurs en série, ce n'était pas le désir sexuel qui le motivait, mais l'attachement à sa mère. Un esprit malade et débile profond, cocktail explosif s'il en est. Pour lui, il ne faisait rien de mal. Mais la maladie mentale est un ver monstrueux qui ronge les esprits jusqu'au jour où Edward aura l'idée de se dire, sans y voir le moindre mal, tiens, pourquoi ne pas passer sur une femme vivante? Alors, abordons, si vous le voulez bien, son arrestation. Abordons ses aveux. Et surtout, abordons la différence qu'il y a entre le mythe et la réalité d'Edward Theodore Gein. Ed Gein, qui ne voit pas le mal dans ce qu'il a fait, va très rapidement avouer lorsqu'on viendra le chercher chez ses voisins. D'ailleurs, il va avouer ça avec une désinvolture qui est égale à celle d'un enfant que l'on aurait pris la main dans le sac en train de voler un bonbon. Il avoue, il reconnaît les meurtres de Mary Hogan et Bernice Worden. Il confesse en même temps, dans la foulée, avoir exhumé des dizaines de cadavres. Par contre, Edward est un homme pieux. Il confesse sans problème ce pourquoi il ne se sent pas coupable. Comprenez bien que pour lui, il n'y avait rien de mal dans ce qu'il avait fait. Par contre, n'oubliez pas qu'il a été élevé et éduqué par Augusta, une femme fanatique et pieuse. Pour lui, les femmes, c'était le mal. La sexualité, c'était le mal. Alors, déterrer, voire tuer des femmes, ce n'était que éradiquer le mal au service des idéaux de sa mère. Mais il y a des choses qu'il savait que sa mère aurait condamnées, dans son esprit, bien entendu, esprit malade s'il en était. Du coup, toutes ces histoires de nécrophilie, Ed sait que c'est mal, et il va nier, et rien ne prouve qu'il ne s'est jamais adonné à aucun type de nécrophilie. Le cannibalisme, il sait que c'est mal, et il n'y a aucune preuve nulle part qu'il ait un jour mangé de la chair humaine, que ce soit celle de ses victimes ou des corps qu'il avait déterrés. Il va s'entêter dans une seule idée, Edward Theodore Gein. Il va donner tout au long de l'affaire une seule motivation. Ce simplet voulait recréer sa mère. Pourtant, la légende a dévoré l'homme malade, qui était déjà un condensé d'horreur. Parce qu'imaginez-vous quand même que maintenant, malgré toute l'horreur qui s'accumule dans l'humanité, un enquêteur, une enquêtrice, quand il tombe sur une dinguerie, ça les saisit. Mais à cette époque-là, je pense, ce qu'on a découvert à Plainfield, dans
la maison d'Edward Theodore Gein, la réalité avait dépassé toute fiction. Personne ne se serait attendu à découvrir ces choses. Mais pourquoi la légende dévore l'homme, aussi monstrueux soit-il ? Parce que la vérité d'Edward Theodore Gein, contrairement à ce que l'on veut vous faire croire, est trop banale. Elle est trop pitoyable. Alors, on ajoute. On va le dire obsédé sexuel dans la série. On va le dire inspiré par les nazis. Que viennent foutre les nazis là-dedans ? Diantre foutre, jamais aucune trace de preuve, de rien. La chienne de Buchenwald, pourquoi ? Ed Gein était juste un tanneur-chasseur, comme chaque bouseux ou chaque notable de ce patelin. Seulement, c'était un bouseux simple et débile, hautement malade psychiatriquement, dangereux, qui savait tanner et dépecer des proies. On va lui inventer des acolytes, on va lui inventer des romances, on va lui coller sur le dos d'autres disparitions. Tout cela, absolument tout cela, est faux. Est faux. Factuellement faux. La série Netflix Monster, où on prétend que c'est l'histoire d'Ed Gein, va le montrer comme un voyeur, comme un vicieux pervers dès la première minute, avant même le titre. On va le montrer comme un obsédé. La série parle de nazis, la série parle de photos des camps qui l'auraient inspiré. Rien de cela n'existe dans le dossier. Tout cela est du cinéma. La réalité, c'est qu'Ed Gein, c'était un simplet et parfois un débile profond dans la psychose. Et ça, c'est pire qu'un génie du mal. Ed Gein avait beaucoup trop de respect et d'aversion pour les femmes que pour avoir fait la moitié des choses que la série ne vous montre. Ed Gein n'aurait pas été un voyeur, n'était pas un voyeur. Il n'y a aucune preuve, en tout cas, qu'il n'eût été un voyeur et son profil psychologique tend à démontrer le contraire. Ed Gein ne prenait pas les souvenirs de sa mère pour s'adonner à l'onanisme. Il vénérait cette femme, jamais il n'aurait osé. Et alors, il y a quand même une petite subtilité qui est intéressante. Nous sommes dans ces années-là, dans des États-Unis tout aussi puritains qu'aujourd'hui. Mais rappelez-vous de ces années. Ed Gein, on peut suspecter, on le suspecte, rien ne le prouve encore, il ne l'a jamais avoué. Mais comme il se crée des tabliers en peau de femme, un délire. Bon, peut-être, un problème d'identité de genre, peut-être. À cette époque, la dysphorie de genre, encore largement incomprise aujourd'hui, mais à cette époque, elle était diabolisée. Et mettre sur le dos d'Edward Theodore Gein le transgenrisme comme moteur de ces crimes, eh bien, ça arrangeait beaucoup les autorités et les psychiatres de l'époque. Ed Gein, comme s'il n'avait pas été assez monstrueux dans la banalité du mal qu'il représentait, car le mal, aussi horrible soit-il, est souvent banal, s'est vu charger la mule de plein de vices contemporains que l'on souhaitait vicier, diaboliser. Et donc, c'était le responsable idéal. Voilà ce que ça donne un transgenre frustré. Edward Theodore Gein, c'était le message qu'on voulait faire passer. Et dès la bande-annonce de
Monster sur Netflix, on met l'accent à mort sur ça. Ed Gein était un transgenre frustré. Rien ne le prouve, il ne l'a jamais dit. Rien ne prouve qu'Ed Gein était réellement un transgenre. Rien. Ni encore moins un pervers. Ed Gein, c'est surtout un héritage culturel. Parce que il était bien assez horrible, comme il l'était, dans sa stupidité psychotique, que pour en ajouter des caisses. Parce qu'il était tellement horrible que de son histoire sont nés 3 monstres de fiction. Norman Bates dans Psychose, Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse et Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. Norman Bates dans Psychose, qu'est-ce qu'on retrouve d'Ed Gein là-dedans? On retrouve le malade mental qui ressent encore sa mère vivante, entretient sa mère morte en vie par sa psychose et va maintenir un cadavre et sanctuariser les pièces où sa mère vivait. Mais Norman Bates, le personnage de fiction, est un génie du mal. Ed Gein n'est rien de tout cela. Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Leatherface, ça veut dire visage de cuir. Mon accent n'est pas bon, mais je parle anglais. Donc, c'est un gros psychopathe qui est un tueur de masse, qui aime prendre les gens au piège et les massacrer à la tronçonneuse, d'où le titre de l'œuvre. Porter leurs oripeaux comme autant de trophées macabres, parce qu'il aime. Il aime comme ça retirer la chair de ses victimes. Eh bien, Ed Gein, c'était pas ça. Il n'avait pas de plaisir. Il voulait recréer sa maman. Alors dit comme ça, on pourrait croire que je tente d'atténuer ce qu'il a fait. Non, c'est même pire. Pas besoin d'en rajouter des couches. Psychose plus débile profond égale Ed Gein. On ne peut pas croiser un Norman Bates à tous les coins de rue. On ne peut pas croiser un Buffalo Bill qui, lui, Buffalo Bill, c'est de la pure supputation, était ce transgenre malade criminel. De nouveau, on y revient. Mais Buffalo Bill, on le trouve pas à tous les coins de rue. Leatherface encore moins. Par contre, des Ed Gein, il y en a. Pas à tous les coins de rue, rassurez-vous. Mais méfiez-vous de vos voisins, voilà ce que j'ai envie de vous dire, parce qu'il faut quand même faire attention. Surtout à cette époque, où, j'ai envie de vous dire, les applications de rencontres et les réseaux sociaux vous font passer chaque inconnu comme un potentiel ami. Il n'a jamais été plus simple aujourd'hui de tendre un piège à une victime. Je dis ça, je dis rien. Je vous dirai aussi, pour nuancer mon propos, qu'un inconnu est un ami que vous n'avez pas encore rencontré. Mais il faut savoir choisir ses amis. Alors, Hollywood a fait de Gein un archétype. Le tueur masqué, le travesti morbide, le fils à sa maman. Aujourd'hui, Netflix ne fait que continuer ce travail. En fait, on recolle sur Edward Theodore Gein les horreurs inventées par ses enfants fictifs. Dans ce petit simplet, aussi horrible fut-il, on a essayé d'injecter Buffalo Bill, d'injecter Norman Bates, d'injecter Leatherface. Pour une fois, et vous m'entendrez rarement le dire dans cette émission,
la fiction est pire que la réalité. Car en réalité, il n'y avait qu'un pauvre type. Dangereux, quand même, mais un pauvre type, balourd, un pauvre type pathétique, un pauvre type monstrueux dans son bricolage avec les morts. Ed Gein va mourir en 1984 dans un hôpital psychiatrique. C'était un patient docile. D'ailleurs, toute sa vie, et c'est ce qui caractérise le plus Edward Theodore Gein, bien que ce soit un personnage terrifiant, le mec n'a pas, il n'a pas fait de la poterie, mais ce qui marque dans son histoire, moi ce qui me marque, c'est sa docilité, sa simplicité, sa banalité. C'est vraiment ce simplet qui ne voit le mal nulle part alors qu'il commet les pires atrocités. Tout au long de l'enquête, les aveux se succèdent. Quand il a fait quelque chose, il le reconnaît. Il n'aime pas mentir, sa mère ne l'a pas élevé comme ça. Il ne voit pas de mal dans tout ce qu'il a fait. Par contre, il va réfuter avec force ce qu'il n'a pas fait. Non, il ne s'est adonné à aucun rapport avec des corps morts, etc. Il va être placide, gentil, j'ose le mot. Il va se laisser faire, il va aider de son mieux les enquêteurs. En gros, il comprend pas bien ce qu'on lui reproche. Pour lui, c'est un bon garçon à sa maman. C'est peut-être ça qui le rend d'ailleurs aussi terrifiant. Qui, dans le cas d'Edward Theodore Gein, est responsable? Lui, pénalement, bien sûr. Mais Edward Theodore Gein... Est-ce que si on avait pris sa maladie au sérieux, est-ce que si les services de l'enfance s'étaient occupés de lui mieux que ça, est-ce que ce malade n'aurait pas pu être soigné? La tombe d'Ed Gein sera profanée à son tour. Le cercle est ainsi refermé. Voilà, mes chères âmes, Edward Theodore Gein, le simplet de Plainfield, n'est pas un Hannibal Lecter brillant, mais un crétin psychotique. Et c'est précisément cela qui fait peur. Souvenez-vous-en, les démons n'ont pas toujours des cornes. Parfois, ils ont le sourire bête du nain simplet. Mais méfiez-vous car l'horreur est humaine. Arrivé ici, je vais vous demander si cela vous a plu, de mettre 5 étoiles si c'est sur Spotify, de vous abonner, de partager, de republier. Ces épisodes demandent beaucoup plus de recherche, même si ça, pour le coup, j'ai de la chance, c'est un cas que je connais particulièrement bien, mais il y a beaucoup moins, heureusement pour vous, d'horreur humaine à traiter que de créatures folkloriques que je traite dans les vérités interdites. Vous aurez remarqué qu'ici, je ne ris pas de mon rire funeste à gorge déployée parce que n'oublions pas quand même qu'il y a des victimes humaines réelles, des atrocités réelles ici. Je vous invite donc à aimer, partager, republier, vous abonner. Et dans la suite, je vais, comme petit bonus, avant de vous laisser avec un générique de fin que j'apprécie particulièrement, vraiment vous démontrer, ça me tient à cœur, pas parce qu'il faut respecter Edward Theodore Gein, d'ailleurs, il faut arrêter de sacraliser ces gens. Moi, ce qui m'intéresse dans les tueurs en série, dans le true crime, c'est plutôt l'aspect psychiatrique. Comment l'un des vôtres, un être humain, peut devenir un prédateur? Qu'est-ce qui le fait passer de membre d'un collectif
a une sorte d'abomination pour sa propre espèce. Puis c'est aussi tout le travail d'enquête. Les tréfonds de l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus obscur sont fascinants. Par contre, tout ce que j'entreprends est avant tout de vous dire: il faut respecter et glorifier les victimes, mais jamais il ne faut avoir, que ce soit pour lui ou d'autres, horreurs humaines que nous aborderons ensemble. Porter à la gloire Edward Theodore Guin, c'était un minable, un pathétique benet psychotique. Il n'y a rien à célébrer, il n'y a rien à vénérer, il n'y a rien à glorifier. Par contre, c'est un cas intéressant des horreurs de l'humanité. Maintenant, je vais vous dire ce que la série, qui est tellement populaire, invente, ce qu'elle tord par rapport au véritable dossier. Premièrement, la petite amie, l'acolyte, Adeline Watkins. La série en fait une influenceuse toxique et complice. En réalité, dans le dossier, l'intéressé a rétracté l'idée d'une romance et dit n'avoir été qu'une connaissance lointaine d'Ed Gein, ce qui colle à ce qu'on sait de lui, ce que le village, ce que Plainfield raconte de ce gars-là. Un gars seul, isolé, prêt à rendre tous les services pour grappiller un petit peu d'attention de ses contemporains. La relation de Ed Gein avec Bernice Worden. Aucun fondement pour une romance. Gein a tué Worden. Point. C'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qui est factuel. C'est tout ce qui n'a pas été injecté par Hollywood. Henry, le frère assassiné par Ed. Ça n'a jamais été prouvé. La mort est officiellement liée à un feu de broussailles et à son asphyxie. La série dramatise. C'est normal, vu le mec qu'on traite dans la série, parce qu'il n'a pas tué tellement de gens, Ed Gein. Et bon, il en a tué trop, mais c'est pas non plus un mass murder, ni un tueur en série prolifique. C'était surtout un gars qui déterrait des cadavres. Et puis un jour, on l'a peut-être arrêté à temps. Il aurait pu faire... Donc, on l'a arrêté, tant mieux. Mais au moment de son arrestation, c'était pas un tueur en série extraordinairement doué. Donc, quelques hypothèses à l'époque avaient dit que, au contraire de ce qui est montré dans la série, où il aurait tué son frère parce que c'était la déception de sa mère qu'il vénérait, c'était plutôt l'inverse. S'il y eut une raison qui aurait poussé Edward Theodore Gein à tuer son frère Henry Gein, c'était plutôt le contraire. C'était parce qu'il voulait garder sa mère pour lui tout seul, et que Henry représentait une menace pour l'attention que sa mère leur portait. Parce qu'il y avait quelqu'un de normal et un débile. Et la mère était plus pour le normal, dans lequel elle voyait un avenir pour la famille Gein. Ed, jaloux, aurait tué son frère pour rester seul avec sa mère. Et encore là, ce sont des supputations. Rien ne le prouve. Il y a aussi Evelyn Hartley, la victime de Gein. Non. S'il est vrai que Evelyn Hartley est une vraie disparue de cette époque, aucune preuve ne la relie à Ed Gein. Aucune preuve ne démontre qu'Ed Gein a quelque chose à voir avec ça. Il va en être accusé, mais il va passer tout un tas de tests, le polygraphe, etc. On ne pourra jamais rien prouver. Et d'avis de nombreux experts, il serait surprenant qu'il soit coupable de cela. Parce que sinon, on aurait retrouvé la gonzesse dans tous ces reliquats morbides qu'il fabriquait avec les cadavres. On vous montre aussi dans la série de Netflix un Edward Theodore Gein nécrophile. C'est pas vrai. Et Gein, dans le dossier, c'est noté ainsi. Il va même nier cela pour une raison qu'on peut comprendre, bien qu'elle soit pénible à imaginer. Il va dire, mais non, déjà rien qu'à l'odeur, ce n'eût
pas été possible pour moi de faire quelque chose, même si je l'avais voulu. Et il va répondre ça sur le ton d'un benet, d'un idiot. Il va dire, mais non, vous imaginez pas l'odeur, j'aurais pas pu faire ça. Déjà, rien que ça, bon, ça vous place le mec. On vous montre aussi une correspondance qu'il aurait eue avec Richard Speck et qu'il aurait aidé à capturer Ted Bundy. C'est purement fictif. Je ne sais pas d'où ils sortent cette affaire, mais pas du dossier. On va dire qu'il a un penchant pour la gynéphilie. C'est défini par Jorgensen dans la série, mais c'est une construction scénaristique. C'est pas documenté dans le dossier d'Edward Gein. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est l'influence nazie d'Ils Koch, la chaîne de Buchenwald. C'est une spéculation, aucune preuve que Ed ait été inspiré par Koch. La série mêle des parallèles historiques. C'est toujours bien de placer du nazi, ça fait vendre, mais il y a aucun fait établi de ça. Comme je vous l'ai dit précédemment, Ed Gein faisait de l'ouvrage de tannerie et il faisait ce que faisaient les chasseurs, quoi. Il traitait la peau de ses cadavres et de ses victimes comme on traite la peau de cadavres d'animaux chassés. C'est tout. C'est tristement tout. Et alors, les meurtres supplémentaires, chasse à la tronçonneuse, tout le saint tremblement, la série gonfle l'ardoise pour coller à Leatherface qu'Edward Gein a inspiré, mais c'est purement fictif. La scène d'infirmière tuée à l'hôpital, et puis on dit que c'est un délire. C'est inventé. Dans les dossiers réels, Ed Gein est un patient modèle, un brave type. Qu'est-ce que le dossier établit réellement ? Simplement quelques points. Ce qu'on sait vraiment d'Ed Gein, ce dont on est sûr à propos de cet homme, c'est 2 meurtres confirmés. Mary Hogan en 1954 et Bernice Worden en 1957. Ce qu'on sait aussi, c'est la manière dont Worden a été découverte. Corps décapité, suspendu et, je cite, habillé comme un cerf. Dans la remise, la perquisition dévoile l'inventaire macabre, les masques, les bols de crâne, les corsets de torse, etc. On sait aussi de lui que c'était un profanateur, qu'il a été responsable de multiples exhumations. Objets, événements fabriqués à partir de restes humains. L'essentiel provient de tombes, pas des meurtres, mais des exhumations. Vous pourriez vous demander pourquoi Dahmer, et nous conclurons là-dessus, la première saison de Monster est beaucoup plus fidèle au cas que ne l'est celui d'Ed Gein qui est romancé pour en faire une créature démoniaque. La raison est toute simple, chères âmes égarées. C'est que Jeffrey Dahmer, ses crimes sont très documentés. Enquête, procès, interview. Les familles dénoncent la retraumatisation, mais beaucoup d'éléments de la série reposent sur un dossier solide. La justice, c'est énormément de choses de Jeffrey Dahmer. Dahmer était, entre gros guillemets, par rapport à Ed Gein, saint d'esprit, psychopathe froid. Et il a donc raconté avec beaucoup de lucidité son mode opératoire, ce qui le poussait à commettre ces atrocités-là. C'est du pain béni pour refaire une fiction. Donc on sait ce que faisait Dahmer. Donc pas besoin d'inventer des horreurs supplémentaires. C'était déjà assez horrible comme ça. Par contre, dans le cas d'Ed Gein, les zones d'ombre sont énormes. Mais ces crimes étaient si spectaculaires, on trouve pas ça tous les week-ends à tous les coins de rue dans un village. D'ailleurs, dans l'histoire, il n'y en a pas d'autres aussi connus que lui, dans l'histoire contemporaine. Les zones d'ombre sont énormes. Il y a très peu d'archives filmées. C'est un psychotique, un simplet. Ses aveux sont confus.
Et personne ne le connaissait presque, il était isolé, alors on ne peut pas vraiment témoigner sur lui, on ne sait pas en tirer grand-chose. La série a bouché les trous avec des artefacts hollywoodiens et en le gonflant avec les traits qu'ont Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill et d'autres inventions spectaculaires. Voilà, j'espère que ce nouveau format True Crime vous a plu. Je vous laisse avec le générique, mais je vous invite encore à soutenir en aimant, partageant, mettant des étoiles sur Spotify, vous abonnant à YouTube, découvrant mes autres formats. D'ailleurs, que ce soit le gaming, la web-série, les vérités interdites ou les chansons, là vous en aurez peut-être besoin pour vous détendre un peu. Pourquoi ? Je ne sais pas le rythme auquel je ferai des épisodes de l'horreur est humaine parce que c'est des sujets plus délicats à traiter que le folklore. Il y a moins de dossiers et honnêtement, ça représente plus de recherche. Donc, suite de cette émission en fonction de son succès. Bien, sur ce, merci de m'avoir écouté. Les chansons du Baron Sinistre disponibles sur YouTube Music vous remettront peut-être un petit peu de joie après tout ce qui est sinistre. Et je présente bien sûr mes respects à toutes les victimes d'Ed Gein, que ce soit Bernice Warden ou Mary Hogan, les seuls dans cette histoire envers qui on doit avoir de la compassion. Bien, je vous laisse. Et dites-moi en commentaire s'il y a des horreurs humaines que vous voulez que je traite. Cessez de vous inventer des monstres. Cela ne sert à rien. L'horreur est humaine. Chers âmes égarées, chatons curieux et apeurés, il y a pire que le monstre qui se cache sous votre lit, pire que le démon qui vous possède à minuit. Avez-vous pensé à ce que peut faire de sa vie cet inconnu qui vous sourit? La peur viscérale que vous inspire l'humanité n'est pas vaine. Écoutez attentivement le baron sinistre et vous découvrirez que l'horreur est humaine. Un savant fils a couplé l'homme et la bête. Un autre mesura la douleur comme une fête. Sous prétexte de science, on ouvrit des crânes, cherchant la vérité dans le cri des organes. Un petit homme au verbe enflammé souleva des foules pour mieux les damner. Il parla de gloire, de patrie, d'empire et laissa des millions d'ombres dans le martyr. Un voisin serviable, timide, docile, gardait des trophées dans sa ferme stérile. Un médecin charmant derrière son sourire envoyait ses patients au feu du martyr. Chers âmes égarées, chatons curieux et apeurés, il y a pire que le monstre qui se cache sous votre lit, pire que le démon qui vous possède à minuit. Avez-vous pensé à ce que peut faire de sa vie cet inconnu qui vous sourit? La peur viscérale que vous inspire l'humanité n'est pas vaine. Écoutez attentivement le baron sinistre et vous découvrirez que l'horreur est humaine.